Bernard Benamou, à vous. Bon, tout d'abord, merci. Merci à Madame Louissel, merci à M. Desverts, et merci à notre présidente et hôte, Madame Claudie Agnuret, de nous accueillir ici. Alors, je vais d'emblée préciser d'où je parle, comme on dit. Je parle non pas du ministère de l'Éducation, que j'ai eu l'occasion et l'honneur de servir pendant quelques années, mais bien du ministère de l'Économie numérique. Et donc, effectivement, c'est plus au titre effectivement, des évolutions auxquelles nous sommes confrontés que je vais essayer effectivement de présenter, je dirais, les évolutions auxquelles nous sommes soumis. D'une part, je dirais que chacune des grandes révolutions d'usage que nous avons pu connaître ces 20 dernières années ont été liées à des simplifications radicales dans le rapport et dans l'accès à la connaissance et à l'information. Je rappellerai que l'Internet n'aurait jamais été une structure, je dirais un réseau d'utilisation grand public s'il n'y avait pas eu le web. Et ceux qui confondent aujourd'hui Internet et web rendent un hommage appuyé à Tim Berners-Lee, l'Européen Tim Berners-Lee, parce qu'il a justement rendu accessibles des informations qui n'étaient accessibles qu'aux chercheurs. L'ordinateur n'aurait jamais été diffusable vers les foyers s'il n'y avait pas eu effectivement la souris, les menus, les icônes. Les terminaux mobiles n'auraient jamais non plus été diffusés, y compris dans l'éducation. Tout à l'heure, nous voyions une vidéo qui montrait des tablettes. S'il n'y avait pas eu effectivement cette révolution dans l'interface tactile, telle que nous l'avons connue il y a 5 ou 6 ans maintenant, avec d'abord effectivement iOS, iPhone, puis après Android, et les tablettes. Et donc, ce sur quoi je souhaite attirer l'attention en termes d'usage éducatif, c'est que nous devons accompagner, mais aussi préfigurer les changements à venir. Il a été question de l'équipement, et évidemment c'est l'équation la plus difficile qui soit lorsque l'on voit effectivement le prix des équipements aujourd'hui. Il a été rappelé que ce sont les régions, donc les collectivités qui sont en charge, qui sont chargées de diffuser ces équipements auprès des structures scolaires, avec les problèmes que l'on sait, parce que dès qu'il est question d'équipements massifs, fondamentalement, on se rend compte que l'équation économique n'y est pas. N'y est pas. Et nous avons été témoins de beaucoup de collectivités, partout en France, et même à l'étranger, qui ont souhaité effectivement diffuser tel ou tel terminal. Alors pour ce qui est du tableau blanc interactif, la chose est un peu différente, puisque c'est un équipement unique par classe, tandis que les terminaux, par définition, le besoin est beaucoup plus large, et souvent, les sommes engagées ne permettent pas, enfin, les dépenses en question ne sont pas compatibles avec les budgets tels qu'ils sont, surtout en cette période. Donc, un point important, c'est que nous arrivons à un moment assez particulier en termes de développement d'usage dans le domaine éducatif, parce que on voit bien que l'usage, et c'était un peu l'intitulé de notre réunion aujourd'hui, l'usage social, l'usage familial, l'usage citoyen précède l'usage éducatif de beaucoup. Au point même que certains pays, dont les États-Unis, sont en train de réfléchir, un peu comme on le fait dans les administrations, sur le fait de savoir si on accepte que les gens puissent se connecter avec leur matériel dans le cadre effectivement des réseaux de fonctionnement professionnel. Ça a même un affreux acronyme pour ça, on parle de BIOD. BIOD voulant dire Bring Your Own Device, amenez votre propre matériel. Je ne sais pas si l'acronyme français existe, mais de fait, par définition, l'école sera aussi soumise à ce genre d'injonction. Est-ce qu'elle y répondra favorablement ou pas? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais, puisque lorsque nous parlons d'environnement, et j'ai plaisir à le rappeler parce que c'était une chose que nous avions inventée, entre guillemets, il y a 10 ans, pile, 2003, les environnements, les espaces numériques de travail, ENT, ont connu des heures et malheurs différenciés suivant les cas, parce que souvent ils étaient beaucoup trop complexes pour être utilisés par le commun des mortels. Ils souffraient de ce que l'on appelle dans notre jargon le syndrome Socrate. Le syndrome Socrate, non pas du philosophe, mais de la borne SNCF, conçue par des ingénieurs pour des ingénieurs. Or, il faut être bien conscient d'une chose, et je le dis avec autant de respect pour ce domaine que nous avons accompagné dans les premiers temps, les ENS, espaces numériques de savoir, qui sont des canaux, etc., et les espaces numériques de travail. Mais le problème, c'est que, là encore, on n'avait pas pris en compte, et c'est, je dirais, l'enjeu crucial, tout secteur confondu,
l'expérience utilisateur, comme on dit dans nos métiers, c'est-à-dire l'ergonomie, la simplicité. Si un produit n'est pas ergonomique, il n'est pas accessible, et je dirais même mieux, pour nous, soucieux que nous sommes d'éducation, il n'est pas démocratique. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où tout le savoir va se concentrer sur des médias numériques, y compris le savoir traditionnel, y compris le livre, le vecteur privilégié de la transmission du savoir, si un système n'est pas conçu de manière ergonomique, c'est comme si l'information n'existait pas. Je m'explique, c'est une métaphore qu'on prend souvent. Quand vous avez effectivement un ouvrage papier, aussi long soit-il, vous trouverez toujours le paragraphe ou les quelques pages qui vous y intéressent, en prenant le temps. Pour ce qui est d'une information quelque part sur le web, ce n'est pas du tout évident. Entre les informations mal indexées, mal présentées, dans lesquelles il faut appuyer sur 25 boutons différents avant d'y arriver, vous pouvez très bien ne jamais y avoir accès. Et donc je dis que si nous, qui nous préoccupons de rendre le numérique accessible au plus grand nombre, d'en faire un objet d'éducation et pour l'éducation, si nous ne nous préoccupons pas de l'ergonomie et de l'accessibilité des ressources, nous allons créer une nouvelle élite, ce qu'on appelle une richesse paradoxale, c'est-à-dire beaucoup d'informations accessibles à un nombre de plus en plus restreint. C'est précisément ce que nous ne souhaitons pas dans les temps à venir. C'est le contraire qu'il faut, c'est-à-dire faire en sorte, évidemment, d'acquérir les mécanismes de maîtrise de ces outils, mais faire en sorte que les ressources disponibles via ces outils le soient de manière la plus simple possible. Et je le dis parce que nous tous, impliqués que nous sommes dans ces questions, nous finissons par oublier les douleurs et les difficultés que nous avons eues à maîtriser ces objets, et à maîtriser au sens large ces technologies. Un ordinateur n'est pas un outil démocratique aujourd'hui, du tout. Il exclut, de par sa complexité même, 15, 17, 18% des linguistes, en particulier pour des raisons d'illettrisme, de troubles cognitifs, de beaucoup d'autres choses, qui font effectivement que ce n'est pas un outil véritablement démocratique. Le mobile, les tablettes, peuvent-elles le devenir vraiment? C'est une vraie question pour les temps à venir. C'est une vraie question. Et donc nous-mêmes, qui avons d'ailleurs eu l'occasion d'étudier l'usage de ces tablettes auprès des seniors, sommes en train de lancer une expérimentation justement sur les usages des tablettes auprès des enfants ayant des troubles cognitifs. Et donc c'est précisément là-dessus, après avoir fait un livre blanc sur seniors et tablettes, nous allons faire un livre blanc sur handicap et effectivement terminotactile. Là-dessus, il y a un travail considérable à faire. Penser que nous nous exclurons, que nous pourrons faire l'économie de ce travail de réflexion et de simplification. Je citerai un autre exemple, toutes administrations confondues, pas seulement l'éducation. Nous avons un des web publics les moins accessibles d'Europe. Ceci n'est pas du tout quelque chose dont nous pouvons nous glorifier. Pourquoi? Parce que les règles d'accessibilité pour le handicap et au-delà sont souvent des règles qu'on essaye d'appliquer ex post au lieu de les appliquer ex ante. Et donc par définition, ça coûte cher, c'est compliqué, c'est difficile et on ne le fait pas. Je dirais que la nouveauté et l'avantage pour ce qui est d'éducation et des supports numériques mobiles, c'est qu'on pourra le faire plus facilement ex ante. Et les règles en question, confèrent de W3C, donc l'organisme de normalisation du web, sont un petit peu plus simples. Je terminerai, parce que je ne vais pas absorber tout le temps des quelques minutes qui nous sont données ici, je terminerai en disant qu'il y a un outil, un vecteur pour l'éducation qui sera considérable et qui est aussi un vecteur d'économie par rapport effectivement à ces supports mobiles. Vous savez que ces supports mobiles souffrent, entre guillemets, volontairement de la part de leurs concepteurs, d'une structuration fermée de leurs espaces de système d'exploitation où il faut des applications natives avec iOS, Android, maintenant Windows Phone et quelques autres. Nous pousserons autant que nous le pourrons pour que un des standards fondamentaux, puisque je parlais du W3C qui est l'organisme de normalisation, soit HTML5 pour ce qui est de l'ensemble des supports mobiles. HTML5, peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, c'est la nouvelle norme HTML qui permet de créer des applications de quasiment presque même qualité que les applications natives. Je vous invite pour ceux d'entre vous à regarder par exemple l'application HTML5 du New York Times, c'est une merveille. Et donc là-dessus, essayer de faire en sorte que ces outils-là soient utilisables pour faire en sorte qu'une même ressource soit accessible quel que soit le terminal, et non pas être obligé de recréer à chaque fois une application différente. Nous-mêmes qui avons créé donc Proxima Mobile, notre portail de ressources, y compris éducatives, sur Terminal Mobile, nous sommes
sollicités en permanence par les collectivités qui nous disent mais que devons-nous faire? Devons-nous faire une application Android, plus une application iPhone, plus une application Windows? La réponse bientôt, si ce n'est maintenant, sera non. Dans un premier temps, notre réponse était automatique, c'était oui. Maintenant, non. Maintenant, il est possible de créer des ressources accessibles. Alors, je ne vais pas vous abreuver les termes des marketeurs dans ce domaine, les responsive design, adaptative design, peu importe. Fondamentalement, ayant en tête que HTML5 peut et doit être, je dirais, à la croisée des chemins de l'ensemble des ressources, et ce sera un enjeu fondamental. Et je termine là-dessus, parce que je pense que c'est la recommandation clé, c'est-à-dire les outils, l'interopérabilité, l'ergonomie, et évidemment, toujours être en contact avec l'utilisateur, et considérer que même s'il se trompe, même s'il a du mal à maîtriser, c'est lui qui a raison, et pas nous. Merci à vous. Merci.